m'appelle Claire Charby, je suis française, comme vous l'entendez. Je travaille à l'OCDE depuis 20 ans. Auparavant, j'étais prof, chercheur, en particulier à Subtélécom, à l'École des Mines et avant l'université, j'ai une thèse en économie. Et je m'intéresse particulièrement, bien sûr, à l'économie du développement régional, mais aussi à l'économie industrielle, aux changements techniques, aux enjeux de la coopération, notamment de la coopération entre entreprises. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir intervenir auprès de la communauté française des entrepreneurs en Argentine via la CCI. D'un point de vue institutionnel, vous savez, l'OCDE, il y a différentes directions. C'est un petit peu comme un gouvernement avec différents ministères. Nous, on travaille dans une direction qui s'appelle CFE, le Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes. On s'occupe aussi de tourisme. Et ce centre sert, selon le jargon officiel, différents comités. C'est-à-dire, les comités, ce sont les lieux où les pays membres et un certain nombre de partenaires délèguent des responsables de leur gouvernement pour venir partager l'expérience et nous guider, définir les priorités pour notre travail. Le comité que nous servons, c'est le comité des politiques de développement régional. Il existe depuis plus de 20 ans aussi. L'Argentine n'est pas membre, mais peut y être invitée. Et d'ailleurs, il y a un processus qui est en cours, enfin, à la demande de l'Argentine, qui souhaite, comment dire, obtenir le statut de pays membre, adhérer à l'OCDE. Donc tout ça est un très long processus qui va être examiné. Mais c'est simplement pour signaler que si cette demande se confirme, ce comité-là fera partie de la vingtaine de comités qui seront mobilisés pour évaluer la pertinence de la candidature et l'accompagnement que nous pourrons y apporter. Nous avons travaillé avec beaucoup de pays en Amérique latine. J'avoue que c'est grâce au projet que nous allons vous présenter aujourd'hui. Pour moi, c'est la première fois que je travaille en Argentine, mais Sébastien a sûrement d'autres expériences. Préalablement, j'avais beaucoup travaillé avec le Brésil, la Colombie et bien sûr les pays membres, dont la Colombie de l'OCDE, mais le Chili, le Mexique, Costa Rica. Nous travaillons aussi beaucoup avec le Pérou. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de particularités en matière de développement régional qui sont propres à l'Amérique latine et qu'on aura sans doute l'opportunité de mentionner aujourd'hui. Sébastien Nieto parle, je suis le chef pour l'Amérique latine et les Caraïbes du Centre de développement de l'OCDE. Je suis colombien, donc j'ai fait mes études d'origine colombienne surtout, donc je suis franco-colombien, mais j'ai fait mes études en Colombie, donc au collège, au lycée, puis j'ai fait une partie de mes études en France, surtout l'université et le doctorat en économie à Sciences Po et où je donne des cours aussi sur l'Amérique latine. Et avant de rentrer à l'OCDE, j'étais chez Banco Santander à Madrid. Qu'est-ce que le Centre de développement de l'OCDE? Le Centre de développement de l'OCDE sont chargés de travailler avec les économies émergentes, les pays en voie de développement. Et on a du coup une gouvernance différente de différents départements de l'OCDE, puisqu'on a des pays non membres de l'OCDE qui font partie du centre de développement de l'OCDE. Donc, il y a plus de 50 pays qui sont membres au centre de développement et tous les pays, soit membres de l'OCDE ou pas, ont le même siège et le même pouvoir de discussion dans la gouvernance du centre de développement. On a 14 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et surtout, ils sont concentrés en Amérique du Sud, Amérique centrale. Et en ce qui concerne l'Argentine, elle fait partie de ces 14 pays membres. Donc, on a une relation étroite avec l'Argentine, indépendamment du processus d'adhésion à l'OCDE. Et on a aussi les pays qui sont proche de l'Argentine au niveau géographique. Donc le Chili, bien entendu, qui est un pays membre de l'OCDE. On a aussi l'Uruguay, on a aussi le Paraguay qui sont membres du Centre de développement de l'OCDE.
Notre travail consiste surtout à faire des études d'une vision aussi large que possible du développement de ces pays. Donc, on a pour cela différents outils et à la fin, aider aux recommandations des politiques et surtout aider à l'exécution des réformes dans ces pays. Donc, en termes d'outils, pour l'Amérique latine surtout, on a notre rapport phare sur la région, c'est le LEO, on connaît comme ça par ses sigles en anglais, c'est Latin American Economic Outlook, perspective économique de l'Amérique latine, que l'on produit chaque année. On le fait avec la CEPAL, donc le Bureau économique et social des Nations Unies pour l'Amérique latine et Caraïbes. On le fait aussi avec la CAP, la Banque de développement pour l'Amérique latine, et la Commission européenne. Donc c'est un rapport annuel dans lequel on traite des sujets de développement plutôt structurels si bien qu'on fait une analyse conjoncturelle de la situation macro et sociale de la région. Il y a un suivi de l'Argentine, donc il y a une autre pays qui fait partie de ces rapports et on voit plutôt chaque année, c'est nos sujets, ce qui se passe au niveau de, des réformes structurelles dans le pays. Donc l'année dernière, on l'a fait sur le sujet de l'investissement. Et maintenant, on commence la nouvelle étape du rapport, l'édition 2024, qui va être sur le financement pour le développement. Donc ça, c'est le LEO, c'est le rapport principal que l'on fait sur l'Amérique latine. Après, on a d'autres rapports plus ciblés, comme c'est le cas fiscal, on fait un rapport sur les structures des impôts en Amérique latine, on fait aussi des études sur le bien-être, sur l'informalité, et en ce qui concerne l'étude régionale, donc comme Claire on disait, donc on a fait cette étude de l'Argentine ensemble, donc deux départements d'OCDE, et on a couvert Argentine, Chili et Colombie. C'est des rapports qu'on peut accéder sur le site web de l'OCDE, juste en tapant oi.cd/Léo, on a accès sur Internet au rapport et et ils sont gratuits. Donc, effectivement, déjà pour qualifier ces tendances, il y a des sortes de tendances de fond qui sont connues, le changement climatique, le changement technologique avec tous les aspects de la numérisation. Il y a les questions de changement type démographique qui affectent notamment les vieux pays d'Europe, mais pas seulement, hein, avec une population, les pays d'Asie aussi, une population vieillissante. Et du coup, ces enjeux-là, ce qui est remarquable, c'est qu'ils n'affectent pas les régions de la même manière. On a réalisé récemment une étude, l'équivalent de ce que Sébastien mentionnait pour le Léo, un Regional Outlook, c'est-à-dire essayer d'envisager les perspectives du développement régional pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Et on s'est aperçu que si on prend une maille relativement granulaire, l'équivalent d'un département en France, par exemple, la taille, nous on a une nomenclature, on appelle ça le niveau territorial 3. À ce niveau territorial 3, quand on compare les régions du monde de l'OCDE, eh bien, on s'aperçoit en fait que les disparités croissent. C'est-à-dire que les grandes régions, elles ont tendance, en termes de PIB par tête, à se rapprocher. Les pays, on assiste à une certaine convergence par grandes zones. En revanche, à l'échelle plus granulaire, on a un accroissement des disparités. Et ces disparités sont pas manifestes simplement en termes de PIB par tête, elles sont manifestes selon tout un ensemble d'indicateurs qui vont de l'accès à la santé, et ça a été remarquable pendant le Covid, certains étaient mieux équipés que d'autres pour pouvoir accéder à des hôpitaux. C'est remarquable aussi pour l'accès et la couverture en accès à Internet. Là aussi, très important, et la preuve a été faite pendant le Covid, que si on n'a pas un accès à un Internet au débit, on ne peut pas continuer la scolarisation, on peut difficilement continuer les relations professionnelles, commerciales, etc. Et donc ces éléments-là, ces différences-là, font que les régions ne sont pas équipées de la même manière pour répondre aux défis.
Sur ce contexte général, il y a une transition majeure qui est la transition climatique. Et là encore, à nouveau, les régions sont dans des situations très différentes, selon que ce soit des métropoles du littoral, selon qu'elles aient accès à des énergies vertes ou pas, selon qu'elles aient été construites sous tel ou tel mode, en termes de construction de logements. L'impact climatique, l'accès à l'eau, la souveraineté alimentaire, tous ces éléments-là vont pas affecter les territoires de la même manière. Donc c'est comme si ces tendances de fond, elles impactaient partout, tout le monde a conscience de leur importance, mais en même temps, elles impactent pas pareil. Et donc, le degré de prise de conscience, voire de souffrance des populations n'est pas le même, ce qui signifie que les réponses qu'on doit y apporter ne sont pas les mêmes. Et donc, le grand plaidoyer qui est le nôtre, c'est de dire, on peut pas penser des politiques de développement si on n'adopte pas un prisme régional, si on ne tient pas compte des disparités. À ces méga tendances s'ajoute une série de chocs. J'ai mentionné le Covid, mais on a été secoué ensuite, bien sûr, par la crise post-Covid, puis par la guerre que la Russie a engagée contre l'Ukraine, avec des conséquences en termes de flambée des prix, notamment des prix de l'énergie, des phénomènes d'échanges internationaux très bousculés, que ce soit en termes logistiques, en termes de ressources. Et quand des pays sont très dépendants tant pour leur export que pour leur import du reste du monde, ces secousses-là peuvent être très graves. Et là, encore une fois, elles n'ont pas le même impact selon les territoires. Ça n'a pas que des conséquences économiques et sociales, ça a aussi des conséquences politiques. Et dans le travail que nous conduisons, il y a une expression qu'on aime bien utiliser, qui a été d'ailleurs reprise par la Commission européenne, qui s'appelle l'expression des géographies du mécontentement. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas content, c'est très localisé. Et on voit que vous n'êtes pas content parce que selon la manière dont vous votez, vous allez par exemple voter pour des partis extrêmes, des solutions radicales à tendance populiste, quand vous avez plus confiance dans les institutions et quand vous avez le sentiment d'être pas bien traité. Hein. Et donc, cette géographie du mécontentement, elle est très cruciale pour les gouvernements démocratiques, pour des acteurs supranationaux comme la Commission européenne ou comme d'autres agences, notamment en Amérique latine, c'est très important parce que ça veut dire que, encore une fois, y compris pour des ambitions démocratiques, il convient d'avoir une approche qui est territorialisée. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous donner un panorama général. Ce fameux Regional Outlook, qui est d'ailleurs traduit en français, les perspectives régionales, il est accessible en ligne. Euh, on sait aussi, je vais conclure là-dessus, désolée d'avoir été un peu longue, que les pays mettent en place des actions qui vont aussi impacter le choix des entreprises. Par rapport à tout ça, les pays tout d'un coup se saisissent d'une volonté de rapatrier les investissements, d'être plus attractifs que leurs voisins. Et on a par exemple l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui peut être positif hein, pour l'Amérique latine parce qu'il y a des volontés de faire du nearshoring plutôt que d'aller importer de beaucoup plus loin. On a aussi en Europe des réponses type le Net Zero Industry Act. En fait, chacun y va de son programme. On qualifie, on n'aime pas trop ça, l'OCDE, parler de souveraineté, mais il y a un petit peu de ça derrière, c'est-à-dire l'idée qu'il est opportun d'être moins dépendant des autres pour ce qui est essentiel à la résilience d'un pays. Et donc, pour se transformer en pays plus vert et avoir les bonnes technologies pour le changement technologique, eh bien, on a intérêt aussi à avoir les bons leviers sur place pour l'action et la production. Notre étude souligne l'importance d'aller au-delà du PIB quand on mesure le développement. Donc, ça va en ligne avec l'approche de bien-être qu'on a à l'OCDE. Et en particulier, dans cette étude, d'abord, il faut en tenir compte de plusieurs indicateurs, plusieurs variables quand on mesure comment il faut tenir compte des situations des régions. Et pour cela, donc on insiste que bien entendu, les revenus sont importants, mais il faut aller au-delà du revenu per capita des régions.
Pour cela, il faut tenir compte des services publics, comme ça peut être la santé, l'éducation, mais aussi les compétences des personnes. Et en termes d'éducation, non seulement la couverture, mais aussi la performance de l'éducation. Et un facteur très important qu'on a vu pour le cas des missions aussi, c'est celui de l'environnement, donc la qualité de l'environnement et comment finalement l'environnement peut attirer aussi une attractivité de missionnaires. Donc finalement, un caractère plus multidimensionnel est fondamental pour savoir la situation des régions et cela impacte de façon importante les talents, les investissements et les visiteurs. Donc, c'est ces trois variables qu'on tient en compte quand on mesure l'attractivité, donc comment on peut attirer de l'investissement, du talent et des visiteurs. Il y a un facteur très important finalement pour mesurer la performance de cette activité. Donc, il faut aller au-delà du PIB per capita et aussi savoir comment on peut augmenter la diversification économique grâce à cette attractivité. Donc là, on pense surtout à comment créer des valeurs ajoutées dans de nouveaux secteurs, créer de l'emploi formel. Donc ça, c'est un sujet très important en Amérique latine et dans certaines régions de l'Argentine et dans le cas de Misiones, on a vu aussi. Et, et, et pour cela, donc, il faut différents types de politiques, comme celle du tourisme en termes de l'infrastructure, mais aussi de la qualité du tourisme et comment promouvoir, par exemple, le patrimoine culturel, que parfois on l'exploite de façon soutenable et inclusive avec les citoyens des régions. Donc, voilà, oui, juste un overview de toutes les variables qu'on tient en compte. Juste une petite chose pour terminer, les indicateurs, c'est fondamental pour nous, pour savoir où on est. Et pour l'Argentine, c'est un défi très important, puisque on n'a pas des indicateurs comparables entre les différents départements, différentes provinces. Donc ça, c'est un sujet qu'on a souligné dans le rapport, puisque sans indicateurs incomparables, c'est très difficile de donner des recommandations politiques. Donc là, tout un travail important à faire, des coordinations entre les différentes provinces et avoir justement des indicateurs comparables entre elles. Effectivement, à partir du moment où on dit c'est multidimensionnel, et il faut avoir une approche à l'échelle des régions, ça veut dire qu'on a besoin de comparer la situation des différentes régions avec lesquelles on travaille, non seulement entre elles dans un même pays, mais aussi avec les autres régions comparables dans le monde. Ok. Et du coup, une des difficultés qui caractérise notre travail en Amérique latine d'une manière générale, mais particulièrement en Argentine, elle a été rappelée par Sébastien, c'est qu'il n'y a pas de système, comment dire, uniforme, harmonisé de données régionales, d'indicateurs régionaux qui soient partagés entre les différents ministères, entre les différentes provinces. Et donc, certains ministères ont des données, d'autres n'en ont pas. Certaines régions riches font leur propre système d'indicateurs, mais c'est pas comparable avec les autres. Et les plus pauvres des régions n'ont pas les disponibilités en ressources pour produire ces données. Or, nous, sans données, on est un petit peu handicapés, hein. Donc, on a collecté toutes les informations qu'on pouvait collecter. Et d'une manière générale, on fait attention, alors quand les données sont disponibles, en particulier sur les pays membres, on travaille en général sur une base de données d'une cinquantaine d'indicateurs qui sont organisés par thème. On prend les indicateurs qui retracent l'attractivité économique d'un territoire. Comment est le marché de l'emploi, l'innovation, ces éléments-là sont la réussite économique. Tous ces éléments-là font partie d'une famille d'indicateurs sur cette dimension-là. On a une autre dimension qui relève de l'attractivité en matière de tourisme. Comment est l'offre d'infrastructures touristiques, quelles sont les aménités environnementales, culturelles, le patrimoine dont parlait Sébastien, qui peuvent attirer les touristes. Et on voit quelles données on a là-dessus. On s'intéresse aussi à des choses un petit peu plus cachées, mais qui sont pourtant essentielles,
qui sont la disponibilité foncière et le logement abordable. Pourquoi? Parce que si on veut attirer une industrie, une entreprise, pour s'installer, il faut de l'espace, il faut du foncier. Et certains pays ont plus d'avantages que d'autres. Certains territoires, notamment moins métropolitains, le foncier sera plus accessible. De même, on n'attire pas les talents, et ils sont essentiels pour les entreprises, s'il n'y a pas de logement abordable. Donc, on a aussi des comparaisons sur ces sujets-là. On s'intéresse sur une quatrième dimension qui est celle de la qualité de vie, hein. Quel est comment sont dans la région, comment est l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, la cohésion sociale, et on fait nos comparaisons là-dessus parce que, bien sûr, attirer des entreprises, c'est attirer les salariés qui vont travailler pour ces entreprises. S'il n'y a pas de service public accessible, ils sont moins tentés, hein. On a bien sûr aussi tout un paquet d'indicateurs sur les connexions en infrastructure. On imagine bien, et c'était d'ailleurs une des questions à Missiones, on imagine bien que si on ne peut pas connecter la production qu'on réalise via des chaînes logistiques et via des modalités de transport au reste du monde, aux autres pays, ben, on aura beaucoup de mal à exporter, à réimporter ce qui nous intéresse. Et donc, tous ces aspects de connexion en termes de transport, mais aussi en termes de connexion à l'Internet haut débit sont absolument cruciales. Dernier point et pas des moindres, la qualité de l'environnement. Et là, idéalement, on tient compte de deux familles d'indicateurs. La qualité de l'environnement, tout simplement, quelle est la surface boisée de la région, quelle est la qualité de l'air, tous ces éléments-là qu'on peut comparer. Mais une autre dimension qui est la qualité de l'action publique conduite pour renforcer comment dire, la transition verte. Par exemple, est-ce qu'il y a des investissements en matière de recyclage? Est-ce qu'on fait attention à l'eau? Est-ce qu'on a mis en place des systèmes d'énergie renouvelable? On sait par exemple que pour Missiones, les enjeux énergétiques sont majeurs. Et donc ces éléments-là sont pas des moindres. Donc on rassemble ces indicateurs et quand on les a pas, ben, on fait des proxys, on essaie de trouver ce qui permet de comparer et on interroge beaucoup, on supplée l'absence de données quantitatives par beaucoup d'interviews qualitatives et de partage d'expériences avec les acteurs. Donc voilà, et on fait avec tout ça ce qu'on appelle des boussoles d'attractivité régionale. L'idée, c'est que ça serve non seulement les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés, hein, pour savoir quelles sont les priorités dans une région, qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver ou pas et comment ça peut évoluer dans le temps. Tout d'abord, il y a des défis. Il y a des défis importants pour Misiones en termes de connectivité. Donc, c'est une province qui est éloignée. Donc, il y a surtout euh, d'améliorations à faire en termes de connectivité, non seulement en termes d'infrastructures de transport, mais aussi en termes de logistique. Et une des choses qu'on a vues, c'est que justement, c'est très coûteux, les transports pour aller jusqu'à Buenos Aires, surtout pour tous les produits qui sont faits à Misiones et que l'on veut finalement exporter, par exemple. Donc, le coût de transport routier est très élevé. Après, en termes de transport par train, il n'y en a pas vraiment le développement nécessaire pour le faire, ce qui est une des recommandations qu'on donne finalement sachant la distance que l'on doit parcourir et en tenir compte d'un transport multimodal ou parfois, par exemple, le transport ferroviaire peut aider à diminuer non seulement les coûts, mais aussi monétaires, mais aussi les coûts liés à l'environnement. Et c'est là où il faut vraiment une agenda de coordination entre la région, mais aussi l'État. Il y a des bonnes nouvelles et ça, c'est lié pendant le processus de production du rapport. Euh, le port de Posadas qui finalement est en fonctionnement. Tous les ports principaux de l'Argentine sont très éloignés de Misiones. Donc, ces ports de Posadas, c'est une bonne nouvelle pour Misiones. Et maintenant, il faut savoir l'exploiter, comment coordonner
C'est là, au niveau administratif aussi avec le gouvernement central. Mais là, il y a eu des avancées. Ça, c'est une excellente nouvelle puisque c'était un des sujets qu'on a insisté beaucoup pendant la production du rapport. Il y a aussi une très bonne expérience au-delà du port de Posadas et au-delà de tout ce qui est le transport et la logistique qui existe à Misiones et qui n'existe pas dans les autres régions qu'on a étudiées en Amérique latine, pour le Chili et la Colombie, qui est le cas des coopératives. Donc, c'est un grand nombre de coopératives que l'on a euh, Misiones, donc le plus grand des coopératives par habitant. On est en train de parler de presque 350 coopératives qui ont commencé avec l'agriculture. Donc ça, on l'a vu pour la yerba mate, le miel, le sucre biologique et d'autres produits, mais aussi des coopératives dans des secteurs clés pour le développement des Misiones comme les services publics, dont l'eau, que Claire disait l'importance tout à l'heure, et aussi pour l'électricité, puisque un des défis que l'on a à Misiones, c'est qu'on n'a pas le gaz, comme c'est le cas de la plupart des provincias en Argentine. Donc là, il en faut en développer davantage des sources d'énergie, d'électricité, sachant qu'on a des barrages, un barrage très important à Misiones, qu'il faut en profiter de cela pour créer euh, d'électricité. Donc, ce type de coopérative, c'est vraiment très important pour s'organiser entre les entreprises, entre les acteurs. Et ça, on a vu des cas, un cadre légal et administratif qui peut donner des leçons à d'autres régions. Donc ça, c'est une chose assez intéressante pour le développement économique et ça aide bien entendu à l'attraction internationale puisqu'avec un cadre déjà établi comme les coopératives, ça peut donner un angle d'entrée plus facilement aux entreprises, aux investisseurs et finalement promouvoir de la valeur ajoutée à Misiones. On a été très impressionnés par une initiative en Argentine qui s'appelle la Ruta Nacional. Naturale, pardon, la Ruta Natural. C'est l'idée que plutôt que d'aller systématiquement toujours dans les mêmes lieux, au même moment dans l'année, et faire que le tourisme, du coup, détruise un peu l'environnement, on prend une démarche alternative et on aide les visiteurs à connaître à travers un one-stop shop, un portail unique, différents lieux et à les accompagner en quelque sorte dans ce voyage, ce qui pour moi est quand même quelque chose une réussite très particulière en Argentine. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il a fallu se coordonner avec les différentes provinces. Et on sait très bien que dans un pays aussi fédéral que l'Argentine, la relation État-province est très compliquée. Donc, que on unisse les forces sur un même site dans une démarche qui va aider des territoires qui sont un peu enclavés à exister en termes de visibilité touristique, mais dans un sens qui leur permet certes de valoriser leur patrimoine, mais aussi dans un sens de préserver les ressources naturelles. C'est une excellente pratique. D'ailleurs, on la suggère maintenant, y compris aux pays membres de l'OCDE. Enfin, ça fait partie de notre liste des super bonnes pratiques. Donc, comme Sébastien mentionnait le tourisme, et qu'on sait que Misiones est en quelque sorte super, comment dire, orienté vers le sud des chutes, mais en même temps, il y a d'autres choses à visiter. Et les retombées de ce tourisme très localisé n'irriguent pas forcément le reste de la province, d'où l'intérêt à rechercher comment dire, des circuits, à accompagner les visiteurs pour être un peu plus aventuriers, hein, un peu plus curieux qu'ils ne le sont naturellement. Oui, le sujet du marché du travail et de l'informalité est très important pour nous quand on travaille sur l'Amérique latine, puisqu'on a encore des chiffres qui n'ont pas amélioré depuis euh, quelques décennies pour certains pays. Pour d'autres, ont amélioré, mais vraiment très légèrement par rapport à ce qu'on a vu, par exemple,
des performances économiques. C'est le cas du Pérou. Le cas du Pérou est un bon exemple pour montrer que la croissance économique à elle seule ne peut pas réduire l'informalité. C'est un pays qui a eu un taux de croissance très élevé par rapport aux autres pays d'Amérique latine, mais le taux d'informalité est toujours presque de 70%. Dans le cas de notre étude, on a insisté beaucoup sur l'informalité des ménages. On a aujourd'hui, dans le cas de l'Amérique latine en général, presque 45% des ménages qui sont complètement informels. Ça veut dire que tous les travailleurs à l'intérieur de ces ménages sont informels. Dans le cas de l'Argentine, c'est un peu moins élevé. On est en train de parler de 35% des ménages complètement informels, mais on a encore quand même 60% des ménages où au moins un des travailleurs est informel. Donc, ça montre que c'est un défi quand même qui reste très important, même pour le cas de l'Argentine. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est la cause et la conséquence du développement. Donc, il faut, à notre avis, et on insiste beaucoup dans le rapport, aller au-delà des réformes ciblées à juste un seul aspect. Par exemple, le coût des formalisations, combien ça coûte euh, d'avoir un employé formel. Il faut aller au-delà aussi des régulations du marché du travail et insister plutôt sur les opportunités qu'on a et qu'on donne aux travailleurs grâce à une diversification économique et aux investissements qu'on peut avoir au niveau international. Et c'est là où on voit le lien justement et comment l'attractivité de ces régions peut aider à la création d'emplois formels tout en améliorant aussi les compétences. Ça peut être aussi avec les talents on peut avoir de l'étranger, mais aussi en promouvant les compétences des travailleurs locaux. Donc ça, c'est la base de notre analyse, puisque finalement, sans une bonne qualité d'emploi, on ne peut pas avoir vraiment un meilleur développement des régions. Donc on a vu finalement les opportunités qu'on a en termes de production de certains secteurs qui peuvent créer de la valeur et de l'emploi. Pas penser non seulement aux améliorations de productivité, il faut en tenir compte aussi de la variable de l'emploi qui doit aller avec. Donc, voilà en grande ligne ce qu'on a insisté sur le rapport. Pour l'Amérique latine, on a des cas assez intéressants, comme c'est le cas de l'Uruguay, où ils ont vraiment réduit fortement l'informalité depuis quelques années. Et finalement, ce que l'on voit, c'est que dans certains secteurs, on a vu vraiment des opportunités qui ont été créées, mais liées aussi aux meilleures compétences. Et là, c'est un sujet très important. Par exemple, la transition verte. La transition verte, si on ne fait pas vraiment de la politique publique pour améliorer le capital humain, finalement, ça va juste affecter les personnes qui ont un emploi formel, qui ont un niveau d'éducation élevé, et aussi un problème de genre, puisqu'il y a surtout les hommes qui peuvent en profiter s'il n'y a pas d'action de politique publique. Et c'est là où on recommande, par exemple, dans tous les programmes de protection sociale, comment on peut intégrer aussi un facteur lié à l'amélioration du capital humain de ces travailleurs ou de ces personnes-là, puisque c'est là où on peut finalement les intégrer dans le futur du travail. Donc là, l'Uruguay, c'est un exemple qui a été remarqué. On a d'autres pays où on pense, euh, on inclut l'Argentine, où on peut avancer encore davantage sur le design de ces programmes d'assistance sociale et en tenant compte des compétences nécessaires des travailleurs. Une chambre, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour l'intermédiation. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont éclatées, localisées, qui dialoguent pas forcément entre elles, qui ont des besoins, des atouts, mais qui n'ont pas forcément les courroies de transmission pour les exprimer. Et donc, c'est absolument essentiel de muscler, si je peux m'exprimer ainsi, leur action en s'appuyant sur des structures, des agences comme les chambres
qui permettent de renforcer le plaidoyer, parce qu'on ne parle pas au nom d'une seule entreprise, mais au nom d'un groupe d'entreprises. Je pense qu'il y a une rationalité à ce que ces chambres soient organisées par région, parce que comme on l'a déjà exprimé depuis tout à l'heure, les besoins, les forces sont pas les mêmes, les types de secteurs de spécialisation sont pas les mêmes, mais in fine, il y a toujours besoin de cet organe pour rassembler l'expérience et faire en quelque sorte un plaidoyer commun. C'est très important, en particulier à mon avis, pour les PME, parce que dans les territoires où il y a surtout des PME, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas les connaissances, et donc pouvoir les épauler avec un acteur qui permet de leur dire, bon ben voilà, ce que tu rencontres là comme difficulté, nous on l'a vu là, on peut t'aider, on peut apporter ci ou ça, c'est très utile. Donc toute la démarche qui est la vôtre de partage d'informations est très utile, de mettre à disposition des outils pour renforcer les compétences, de suggérer aux entreprises d'unir leurs forces, hein, par exemple sur des marchés d'exportation. C'est quand même assez intéressant qu'elles aillent chasser en meute plutôt qu'aller toutes seules. Donc pour toutes ces questions-là, les chambres sont essentielles, mais ça va parfois plus loin. C'est-à-dire qu'on a vu des territoires où les entreprises se rendaient compte que, comme l'évoquait Sébastien à l'instant, les compétences disponibles n'étaient pas les bonnes. Plutôt que de rester les bras croisés en râlant parce que les formations n'étaient pas les bonnes, eh ben, elles se sont investies, elles ont mis en place des structures de formation, de labellisation de compétences pour pouvoir mieux, comment dire, matcher, si vous me permettez l'anglicisme, les besoins qui étaient les leurs avec les compétences qui étaient disponibles. Donc, on voit qu'elles pénètrent en quelque sorte la sphère usuellement de l'action publique en ayant une action directement pour la formation, notamment professionnelle. C'est le cas de plus en plus dans un certain nombre de pays aussi pour le logement. On s'est aperçu, par exemple, dans le nord de la Suède, qu'il y avait une grande attractivité des territoires, mais que pour faire venir des acteurs sur ces territoires-là, il fallait qu'il y ait du logement disponible. L'État, les collectivités locales ne pouvant pas tout, eh ben, c'était important que les acteurs privés aussi mettent comment dire, se retroussent les manches. Il y a des dispositifs qui sont très connus en France, des territoires d'industrie, où on associe comme ça des collectivités publiques locales avec des entreprises locales pour ensemble dynamiser l'attractivité de leur territoire. Il y a un dernier point que je voudrais mentionner, c'est que nous, à l'OCDE, on dialogue aussi directement, parfois avec les chambres de commerce, quand elles sont unies, notamment dans des structures collectives. Il y a une association des chambres européennes, Eurochambres. On a beaucoup travaillé avec eux sur la question de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, notamment ukrainiens, par exemple. Mais on dialogue aussi avec des entreprises. Et là, très prochainement, et si vous avez besoin d'informations, on pourra le partager plus abondamment. On a reçu une demande, une offre, à la fois une demande et une offre d'une entreprise importante du Guatemala pour travailler sur une zone industrielle, une zone économique d'activité qui s'appelle Escuintla, avec l'idée que l'entreprise avait la volonté pas seulement, comment dire, de rendre sa zone attractive pour collecter des profits, mais aussi pour retenir sur le territoire, former, offrir des services publics à la population locale. Ce type d'expérience, il me semble que les chambres peuvent y faire écho et engager du coup un dialogue où nous, notre intérêt, c'est de servir, comme l'a rappelé Sébastien, le bien-être des populations, l'activité des entreprises sur le territoire où elles s'installent. Via ce type d'initiative, comme vous l'entendez, on ne parle pas uniquement à des acteurs publics, mais aussi à des acteurs privés, à leur association. Donc on est très heureux de cette opportunité aujourd'hui.